Voilà, la cloche, vous vous abonnez, et puis vous n'hésitez pas à nous mettre comme le fait par exemple Gadge, des pouces, mais alors les pouces jaunes, vous avez les pouces bleus aussi. Merci Monsieur Henninger. Voilà ce qui nous est dit par les uns et par les autres, Bertrand, Madeleine. Il y a des gens qui suivent dans ce chat, c'est bien, on en est content. On n'arrivait pas à vous joindre, Général, parce que évidemment, nous sommes tous au téléphone et il nous faut finir la matinale quand même pas à des heures indues. Donc il va falloir un petit peu se concentrer sur l'essentiel, surtout qu'on vous a eu il n'y a pas longtemps et que je souhaitais vous avoir à la fois. Bon, on rappelle, c'est quand même important, vos livres et en particulier le dernier d'Henri Roure. Dieu, et là c'est un point d'interrogation, toujours en France, Dieu n'a pas béni l'Amérique. Eh bien, ce sont des livres qui ont attiré l'attention justement des médias alternatifs sur votre pensée, vos réflexions. Bonjour mon général et bienvenue dans cette matinale. Bonjour Nicolas et merci de m'avoir une fois encore invité. Non, mais c'est parce que je trouvais qu'on n'avait pas. Il y avait un petit goût de reviens-y. Et puis, de toute façon, je souhaite faire de vous aussi quelqu'un qui revenait de façon plus récurrente. Et donc, ça explique aussi que des fois, il y a des petits ajustements à faire. Le thème du jour, ces coups tordus, ces guerres de l'ombre. Vous êtes un général, c'est pas quelque chose qui vous échappe. Le fait que Maxime Schex l'expliquait, il y a aujourd'hui pas une anarchie, mais on sent que à côté des services réguliers, officiels, il y a de plus en plus de services non officiels. Il y a des retraités, jeunes retraités, qui continuent à fomenter la guerre, les coups tordus. C'est un petit peu ça le thème de l'émission aujourd'hui, par rapport aux dangers que font courir justement les provocations actuelles, étant donné qu'on peut considérer que la guerre en Ukraine est perdue pour les Ukrainiens et pour l'OTAN, et que donc à ce moment-là, nous rentrons dans la zone de tous les dangers avant qu'enfin un cessez-le-feu ou une capitulation en bonne et due forme mette fin à la guerre. Parce que quand les guerres perdurent, eh bien, il y a ce risque toujours de monter aux extrêmes. Quelle est votre analyse de ce sujet, général? Alors, je suis tout à fait d'accord, cette guerre est perdue pour l'Ukraine, mais elle est perdue aussi pour l'OTAN et elle est perdue pour l'Union européenne. Alors, je m'explique. L'OTAN, c'est clair, les États-Unis se sont retirés ou sont en train de se retirer du dispositif. Ils veulent négocier ou inciter à des négociations directes avec le président ukrainien et de l'autre côté avec Poutine, parce qu'ils ont des intérêts maintenant qui sont radicalement différents de l'administration précédente, celle de Biden et les antérieures évidemment aussi, et ils veulent défendre ces intérêts. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, hein, c'est les terres rares, c'est le changement de paradigme aussi. Maintenant, ils préfèrent contrôler les passages obligés dans le monde parce que c'est une puissance maritime et c'est plus intéressant que semer le chaos partout comme ils l'ont fait pendant des lustres. Donc pour eux, l'OTAN, c'est une affaire qui, ils vont continuer à contrôler, évidemment, à être présents dans l'OTAN, mais pas de la même manière. Le grand perdant dans cette affaire, en dehors de l'Ukraine, mais l'Ukraine, bon, après tout, ça a toujours été russe, l'Ukraine. Je ne veux pas faire de provocation, bien sûr, mais mis à part la partie occidentale de l'Ukraine, qui est un mélange de peuples voisins, le reste de l'Ukraine, c'est russophone, c'est russe, hein, qu'on le veuille ou non. Je vous rappelle que Khrouchtchev, par exemple, était ukrainien. Bon, il a défendu l'URSS, alors on me dirait l'URSS, c'est pas la Russie. Mais quand même, il y a un certain nombre de points communs, notamment avec la direction moscovite du système. Donc, les grands perdants de cette affaire, enfin, c'est pas les Européens, c'est l'Union européenne. Voilà. Je fais une remarque. Vous voyez que dans l'environnement diplomatique, dans les essais de tirer un certain bénéfice de cette guerre, ce n'est pas tous les Européens qui s'agitent. Vous en avez 4, vous en avez 3, c'est Keir Starmer, hein, le Britannique, qui est le représentant de la City,
de la City et puis de l'héritage de l'animosité britannique à l'égard de la Russie. Vous avez Merz, le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz, qui est l'ancien patron de BlackRock en Europe. Et vous avez le Polonais, bon d'accord, mais l'autre, c'est notre président, c'est Emmanuel Macron, qui pour des raisons qui ne tiennent qu'à sa propre réflexion, s'agite sur la scène médiatique, médiatique et diplomatique, sans rapporter grand-chose. Alors, les autres Européens sont très, très modérés sur cette question, parce qu'ils ont bien compris, pour la plupart, que cette affaire était pliée. Les ambitions pour le président actuel, vous savez, à l'époque des Macron Leaks, on a su que l'ambition du président français était de diriger l'Europe, et il se positionnait en tant que mondialiste. Et là, il voit le système européen fédéraliste en voie d'effondrement. Parce que comment voulez-vous maintenir ce système si, d'une part, l'Ukraine ne l'intègre pas, alors que ça a été un début du soutien à l'Ukraine, et d'autre part, s'il n'y a pas cette unité européenne, fédéraliste. Oui. Cette unité est donc menacée par la paix, et elle est d'autant plus menacée par la paix que le président Trump, de l'autre côté de l'Atlantique, est en train de mener une guerre des tarifs qui fait que l'Europe est en train de se diviser naturellement, parce que les intérêts de la Tchéquie, les intérêts de l'Espagne, les intérêts de la Grèce, les intérêts de la France, au plan économique, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Allemagne et de tous les autres, évidemment, ne sont pas les mêmes. Chacun a des activités économiques et commerciales avec les États-Unis qui ne s'inscrivent pas dans une unité. Donc, tôt ou tard, le système est appelé à s'effondrer. Et il est d'autant plus, j'ajoute, appelé à s'effondrer que les Européens, les peuples européens, qui n'ont pas eu droit à la parole depuis bien longtemps d'ailleurs, ne sont pour la plupart pas d'accord avec cette politique qui est menée. Regardez ce qui s'est passé en France. Depuis 2005, donc le référendum sur la Constitution européenne, les Français n'ont pas été consultés. Or, si je me souviens bien, dans la Constitution, c'est le peuple qui est souverain. Donc, on ne fait pas appel au peuple, et quand on fait appel au peuple et qu'il ne répond pas de la bonne manière, on contourne le peuple. Quelqu'un disait qu'il faudrait dissoudre le peuple, mais enfin bon, sans aller jusque-là, on pourrait de temps en temps l'écouter. Et actuellement, je pense qu'il faudrait l'écouter. Donc, on a tous les éléments pour qu'il y ait cette sorte de radicalisation de la part de certains gouvernants. Ils sont les derniers à croire à une victoire. C'est absurde. D'ailleurs, ils essaient de se rattraper parce qu'ils ont été exclus des négociations. Ils ont été exclus en tant qu'Union européenne. Bon, l'Union européenne n'étant pas un État, ça peut à la rigueur se comprendre, mais en tant que puissance, les Britanniques, les Français, les Allemands, les Polonais, pourtant les Polonais sont directement concernés, et puis les autres, ne sont pas impliqués dans les négociations de paix qui vont arriver. Voilà, donc je crois que cette affaire est pliée.